Voilà, merci beaucoup. Et puis, alors, merci au Festival de géopolitique organisé par GEM d'avoir aussi prévu ce point extrêmement important des symboles nationaux. Ici, les hymnes et les drapeaux. Je suis très heureux de faire la connaissance de Pierre-Robert Chloé et le remercie d'être venu après l'avoir lu. Et vous pourrez le lire, donc je crois que je lui laisse la charge de présenter la publication qu'il a faite avec deux autres collègues et de dire donc ce que vous pouvez trouver dans cette publication. Je voudrais aussi introduire un peu le sujet. On va peut-être s'asseoir. Et on va donc Pierre-Robert Chloé a travaillé pour l'Institut Jacques Delors, ou travaille encore sans doute pour l'Institut Jacques Delors, mais est surtout professeur associé à l'Université de Nanterre, je crois que ça s'appelle en ce moment Paris-Ouest. Plus. Maintenant c'est revenu. Elle a changé souvent de nom au cours des dernières années. Donc maintenant, elle est revenue au nom de Paris-Nanterre. Donc Paris-Nanterre, nous ne sommes pas le 22 mars tout à fait, mais c'est l'université d'où est parti il y a un peu plus de 50 ans le mouvement de 68 avec Daniel Cohn-Bendit et le doyen Grappin et Paul Ricoeur. Donc Paul-Robert Chloé va nous entretenir des symboles nationaux, à savoir deux types de symboles, les hymnes et les drapeaux. Alors, pour introduire le sujet, je propose d'organiser la séance de la manière suivante. Je vais faire une très très brève introduction que je vais terminer dans quelques minutes. Pierre-Robert Chloé nous fera une belle présentation avec beaucoup de documents, concernant les drapeaux et les hymnes, qui va durer 25 minutes, une demi-heure, et cela nous laissera 20 minutes, 20-25 minutes pour nous entretenir avec nous, pour entendre vos observations, vos questions, pour avoir un dialogue. Je crois que dans ce type de manifestation, il faut toujours cet instant de l'échange, du dialogue, parce que tout le monde a quelque chose à dire. Alors, pour introduire le sujet, donc, il y a là deux types de symboles. Il y a d'abord le symbole visuel qu'on révère, qui est le drapeau. Donc là, je laisse Pierre-Robert le drapeau qu'on défend jusqu'à la dernière goutte de sang, pour lequel on se sacrifie, ou bien le drapeau que l'on piétine, que l'on brûle, en pensant symboliquement brûler l'ennemi, l'adversaire. Nous voyons ce type d'image tous les jours dans la presse imagée. Et puis, il y a l'hymne. Alors, l'hymne, c'est un symbole un peu différent. D'abord, il y a une histoire des hymnes, il y a une histoire des drapeaux aussi. Et puis, c'est un symbole participatif, c'est-à-dire qu'un hymne, ça se chante. Et lorsqu'on chante l'hymne, on est en communion, on devient le corps de ce qu'on chante. Si on chante la Marseillaise, puisque nous sommes en France, eh bien, on s'imagine être la France. Être la France. Alors, qu'est-ce que c'est que la France qu'on est? Est-ce que la France de la Marseillaise chantée par certains gilets jaunes, c'est la même France que la Marseillaise chantée au moment de la Libération, etc. Donc ce seront des questions que nous pourrons nous poser aussi. Est-ce qu'un hymne a un sens en soi, un sens particulier, un sens propre, historiquement fondé, et est-ce qu'on peut faire un contresens sur un hymne, par exemple? Voilà autant de questions que nous pourrons nous poser. Alors, il s'agit ici des hymnes de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne. Ils sont encore 28. Vous savez qu'il y en a un qui est quand même très, très vacillant en ce moment. Mais enfin, son hymne est encore parmi les 28 des membres de l'Union européenne. Nous pourrons parler peut-être pendant la discussion, si vous le souhaitez, d'hymnes qui ne sont pas de l'Union européenne par comparaison. Il y en a bien sûr 170 autres, puisqu'il y a à peu près 200 pays dotés d'hymnes, 200 nations dans le monde qui sont dotées d'hymnes. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai lancé des sujets très généraux. Donc, tous ces symboles, hymnes et État-nation et drapeaux, il faut les lier bien sûr à l'émergence de l'État-nation. Mais là, je ne veux pas mordre sur l'exposé, qui est quelque chose d'assez récent. Donc tout cela, nous allons le voir au cours de la présentation. Donc je vous cède bien volontiers la parole, Pierre-Robert Chloé.
Merci beaucoup pour cette présentation. Alors je précise tout de suite que le document donc, que nous avons pu éditer avec mes deux collègues Bénédicte Leguet et Kerstin Martel, donc à l'initiative de l'Institut Notre Europe Jacques Delors, est gratuitement et entièrement téléchargeable. Donc il suffit de taper Institut Notre Europe drapeau ou hymne et il vous propose immédiatement le PDF en version intégrale. Et donc ça vous permet d'aller voir, si vous avez cette curiosité, d'aller cliquer sur, ou défiler les pages, ou d'aller cliquer sur, par exemple, l'hymne estonien, si vous intéresse, ou sur le drapeau bulgare. N'hésitez pas non plus à lire les introductions et les conclusions. Je pense qu'ils ont été conçus avec l'aide de l'équipe de l'Institut Notre Europe, comme vraiment des appels à curiosité et à s'intéresser à cette diversité européenne. Pour lancer un petit peu cette discussion, je voudrais attirer votre attention sur le fait que là, il ne s'agit pas d'avoir une démarche complètement exhaustive, de détailler les mots, chaque figuration dans les drapeaux, mais d'avoir une vue large finalement de cet aspect symbolique que va représenter le choix dans un pays donné d'un hymne, d'un drapeau, à quel moment ça a été fait. Donc on parlera un petit peu d'histoire, parce que je pense que le contexte qui prévaut à un moment donné de l'histoire pour déterminer que cette musique, cet hymne, ces paroles ou ces couleurs de drapeau vont représenter la nation, je veux dire, s'inscrit dans un contexte historique qui d'ailleurs, je vous donnerai quelques exemples, peut évoluer avec le temps et peut être remanié. Donc un problème historique. Le point aussi qui est important à avoir en tête, c'est le deuxième mot-clé sur lequel je voudrais insister, sur l'aspect émotion. Tu en as parlé un petit peu, tu as dit finalement, il y a une question d'appropriation, et c'est cette histoire et cette émotion qui vont faire qu'il y a ou pas une appropriation de la part des peuples qui vont se l'approprier en donnant un certain sens. Et je vous donne aussi quelques exemples, juste pour fixer les idées, que finalement l'appropriation de la symbolique du drapeau peut varier, même d'une génération à l'autre, et peut être repris de façon différente ou raconté d'une façon différente. Pour fixer les idées, par exemple, le drapeau italien, avec ses trois couleurs vert, blanc, rouge, évoque spontanément, parmi des personnes qu'on a pu interroger, la pizza margarita. Donc avec Alors, est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule? C'est finalement, je veux dire, le fait que les trois couleurs puissent être présentes sur un plat qui parle à tous les Italiens, finalement, fait rapprocher finalement d'une symbolique. Et finalement, c'est bien ça le plus important, c'est chacun finalement va se l'approprier d'une façon ou d'une autre. Alors, dans notre approche, je veux dire, donc commune avec mes deux co-auteurs et l'idée qu'on avait avec l'Institut Notre Europe, Jacques Delors, c'est bien de présenter le contexte historique qui a prévalu à un moment donné pour choisir cet élément représentatif d'une construction d'une nation. Et vous verrez que c'est très souvent d'ailleurs au milieu du 19e siècle que ces choix ont été faits. Il s'agit aussi, alors avec un parti pris pédagogique, je dirais, de classer les drapeaux. Je veux dire, il ne s'agissait pas pour nous de faire une présentation dans laquelle on aligne l'Allemagne, l'Autriche, etc., par ordre alphabétique, mais d'essayer de trouver des points de convergence sur les choix de représentation à la fois des hymnes et des drapeaux. Et puis de voir un petit peu si dans ces éléments choisis localement, il n'y avait pas non plus des interrelations entre les symboliques choisies ou des singularités très ancrées dans un territoire précis. Donc on verra aussi les symboliques des couleurs utilisées, de voir, parce qu'il n'y a rien d'innocent, je veux dire, il y a toujours un sens qui est donné a priori dans le choix d'utiliser la couleur rouge ou la couleur jaune, etc. Et puis de voir un petit peu quel est l'impact finalement de la connaissance, que peut avoir la connaissance de ces éléments localisés sur des États-nations, je veux dire, sur ce principe d'union dans la diversité qui est le slogan européen.
Alors, l'histoire intervient, oui, bien sûr, et en particulier ce moment fort du 19e siècle, hein, puisque 21 des 30 hymnes nationaux ont été composés durant ce siècle. Hein. D'ailleurs, vous voyez 30 hymnes, qu'est-ce qu'il a dit, mais on en avait 28 tout à l'heure. Hein. Faut quand même garder en tête qu'il y a 2 pays qui ont 2 hymnes, hein, le Danemark et la Suède, hein, on y reviendra tout à l'heure. Donc ça fait 28 plus les deux supplémentaires, hein, donc pour ces 2 pays. Hein, oui, parce qu'au Danemark et en Suède, il y a 2 hymnes, un qui est un hymne monarchique, et puis un autre qui est un hymne, je dirais, plus civil. On a historiquement, je veux dire, le choix des symboliques reflétés par les drapeaux est beaucoup plus large. Hein. Je veux dire, les premiers éléments qui permettent le choix des couleurs, par exemple, ou des symboliques utilisées, apparaissent dès le XIIIe siècle, hein, en particulier pour l'Autriche, par exemple. Donc ça va à peu près du XIIIe siècle, XIVe siècle, on a déjà l'apparition des éléments qui vont constituer le choix des couleurs nationales. Donc on a d'ancienneté une diversité qui est peut-être beaucoup plus étendue, hein, avec les drapeaux qu'avec les hymnes, mais très souvent, je veux dire, vous verrez, en particulier si vous avez la curiosité de vous pencher sur les détails pays par pays, qu'on a quand même 2 moments pivots très importants, hein, qui sont pour l'ensemble des pays européens, 1830 et 1848, hein, qui vont vraiment être des moments forts, hein, des constructions nationales sur le territoire européen. Alors, on a essayé, nous, de travailler sur des catégories communes, hein, qu'on essayait de déterminer, donc justement pour donner un sens à nos recherches concernant ces éléments symboliques, d'essayer de voir un petit peu quel était l'imaginaire collectif, hein, qui était véhiculé par ces choix et donc, dans un deuxième temps, une appropriation potentielle par les peuples, avec le déclenchement de passions communes, d'aspirations, de douleurs. Tu as parlé de piétiner les drapeaux. Un autre exemple que je vous citerai, par exemple, par le drapeau roumain qui figurait la faucille et le marteau du temps de Ceausescu, et qui, au moment de la révolution roumaine, au moment de la chute du régime Ceausescu, a été troué en son milieu. Pour faire disparaître justement ces traces qui figuraient sur le symbole. Et c'était un moment fort finalement de l'évolution politico-historique, hein, en Roumanie. D'ailleurs, un des exemplaires de drapeau troué en son milieu avait été offert à Bill Clinton, je pense, hein, à cette époque, par le peuple roumain. Donc un exercice de mémoire, un exercice aussi de rituel qu'on va retrouver d'ailleurs dans des éléments à des moments plus conviviaux, je dirais des événements sportifs par exemple, hein, où l'apparition des drapeaux dans les tribunes, l'hymne chanté par les équipes, etc. Donc en font quelque chose d'assez ritualisé. Il y a aussi à bien prendre en compte, je veux dire, le choix. Très souvent, par exemple, dans les hymnes, hein, vous avez des textes relativement longs et complets. Prenez la Marseillaise, par exemple, hein, dont on chante un couplet. Alors, le choix des couplets va être évolué dans le temps. On prendra l'exemple tout à l'heure de l'Allemagne. Alors, vous avez aussi des hymnes sans paroles. Vous en avez 2 dans l'espace de l'Union européenne, l'hymne européen en lui-même, d'une part, et puis vous avez aussi l'hymne espagnol. Et puis vous avez aussi des choix dans les hymnes, hein, je veux dire, est-ce qu'ils sont multilingues ou pas, je veux dire, et quelle est la représentation finalement dans la symbolique de ces hymnes pour marquer finalement l'importance du langage, enfin, excusez-moi, de la langue utilisée. Alors, on a eu un parti pris, hein, je veux dire, c'est d'essayer de voir un petit peu est-ce que les hymnes et les drapeaux, donc ici les hymnes, peuvent s'inscrire dans finalement une dynamique précise, je veux dire, qu'on va retrouver les uns ou les autres, ou les uns et les autres, finalement, dans les choix qui ont été opérés dans chacun des pays. Alors, certains hymnes, par exemple, sont des hommages à la monarchie. D'autres sont des hommages à la patrie en elle-même, hein, au peuple, à son courage, etc.
D'autres font éloge de la beauté des pays et vont raconter finalement beaucoup plus la géographie des lieux. Certains sont des hymnes qu'on peut caractériser comme étant des martiaux. Alors, hymne à la monarchie, vous allez le retrouver par exemple dans un des hymnes danois, l'hymne anglais, l'hymne britannique, excusez-moi. Hommage à la patrie et au peuple, vous avez la Belgique, l'Italie par exemple. Éloge des beautés du pays, vous avez l'Autriche, la Bulgarie, etc. etc. Les hymnes martiaux, vous avez l'hymne français, l'hymne portugais, l'hymne espagnol. Et puis certains qui font appel à la concorde, à la liberté, à la justice. Alors, vous avez l'hymne allemand, en tout cas la strophe qui est chantée de nos jours, et la Slovénie. Voilà, donc, alors vous avez par contre ici parfois des évolutions. Ici on prend l'exemple de l'hymne allemand, où initialement, je veux dire, l'hymne allemand était choisi, a été en tant qu'hommage à la patrie et au peuple. Hein. Donc il rentrerait à l'origine dans cette catégorie-là. C'est Deutschland über alles. Hein. Mais Deutschland über alles au sens où de construction d'une reconnaissance nationale, hein, puisque l'Allemagne était un espace morcelé, donc il va se réunir autour de la Prusse. Hein, et donc cette über alles veut dire la notion d'Allemagne englobe finalement tous ces territoires morcelés. Et puis l'évolution politique, le nazisme, etc., qui ont fait quelque chose de über alles plutôt dirigé contre les autres, a fait que cette strophe a été abandonnée et que de nos jours, dans l'hymne allemand, c'est la troisième strophe de l'hymne total qui est chantée et qui... tu peux le dire, là, les trois premiers mots, parce que tu es germanique. Voilà, donc... On est vraiment dans une... Et de nos jours, je veux dire, la strophe qui est chantée dans l'hymne allemand rentre plutôt dans cette catégorie, appel à la concorde, à la liberté et à la justice, puisque on a des composantes, finalement, les trois premiers mots utilisés dans l'hymne allemand sont unité, justice et liberté. Donc sous une musique de Haydn. Catégorie commune, donc on peut déterminer également dans le cadre des drapeaux, où finalement, vous verrez que certains drapeaux illustrent des régions composantes du territoire. D'autres sont inspirés de symboles plus patriotiques ou de symboles monarchiques. On a des drapeaux qui sont directement inspirés des autres et qui font un petit peu une effet boule de neige. Hein. Par exemple, je vous citerai l'exemple du Dannebrog, qui est le drapeau danois, ou d'autres qui sont inspirés du drapeau français et de l'idée de la Révolution française. Et puis, des drapeaux qui sont, surtout dans l'espace est de l'Europe, hein, qui sont inspirés par le panslavisme. Alors, là encore, je veux dire, les catégories peuvent se mélanger. Hein, je veux dire, là, c'est vraiment notre parti pris de voir quelles sont les grandes tendances hein, qu'on observe hein, comme tout à l'heure avec les hymnes et ici avec les drapeaux, mais qu'on peut avoir un petit peu de tout. Hein. Je veux dire, vous prenez par exemple le drapeau slovène. Ici, vous avez typiquement les trois couleurs du panslavisme, hein, que vous retrouvez d'ailleurs dans le drapeau russe. Le blanc, le bleu et le rouge. Donc, et que vous allez retrouver dans d'autres drapeaux de pays de l'Union européenne. Mais vous avez également ici, sur ce drapeau slovène, des éléments qui sont inspirés des régions composantes. En particulier ici, vous voyez cette petite représentation symbolique ici à trois dents, hein, qui est le mont Triglav, hein, qui est le point culminant de la Slovénie, et qui est un élément symbolique très fort hein, pour les Slovènes, qui normalement doivent avoir gravi le mont Triglav au moins une fois dans leur vie. Vous avez aussi les petites ondulations hein, qui représentent les rivières et la mer Adriatique. Donc vous voyez une composante ici géographique. Et des symboles patriotiques et monarchiques ici, qui sont représentés finalement par les trois étoiles là, qui figurent ici sur le blason, et qui sont en fait des rappels symboliques hein, des contes de Selge, qui ont été dans l'histoire, si je ne dis pas de bêtises, au XVe siècle, qui ont eu finalement pendant un petit bout de temps une autonomie hein, par rapport à l'Empire habsbourgeois. Et donc qui représente un petit peu l'unité patriotique de ce qui deviendra de nos jours la Slovénie.
Alors, des interrelations qu'on va retrouver dans les drapeaux. Quand je parle du Tannebrog, je veux dire, il fait référence finalement au fait que dans le nord de l'Europe, pendant de nombreux siècles, je veux dire, c'est le Danemark, la couronne danoise, qui dominait cet ensemble scandinave, voire même nordique à certains moments. Et donc la symbolique initiale de cette croix légèrement déjeté vers la gauche, a été repris dans l'ensemble des drapeaux qui, à un moment donné, étaient sous domination de la couronne danoise. Donc on va le retrouver sur le drapeau suédois, sur le drapeau finlandais, mais également sur d'autres drapeaux de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Je pense à la Norvège, par exemple. Donc vous voyez, ici, je veux dire, on a des symboliques qui relèvent finalement de l'histoire croisée ou de la démographie croisée, avec les couleurs slaves ici qu'on va retrouver dans le choix soit des couleurs de Slovénie, on l'a déjà vu, la Slovaquie, la République tchèque, mais également la Bulgarie, donc qui a remplacé une des couleurs pour entre guillemets personnaliser son approche, qu'on va retrouver également, donc ces couleurs slaves, bien sûr, vous les retrouvez également dans le drapeau russe. Alors ici, vous voyez, par rapport sur l'ensemble des pays européens, donc ne figure pas la Croatie, qui pourtant ressemble beaucoup à cette mise en place finalement des couleurs, mais comme les Croates que j'ai contactés lorsqu'on a élaboré cette étude à l'ambassade, puis après au ministère des Affaires étrangères à Zagreb, ont bien précisé que ce n'était pas du tout le même pantone de bleu qui était utilisé, que les couleurs blanc, bleu et rouge finalement avaient été choisis pour représenter les différentes régions qui composent la Croatie. Bon, la disposition des trois couleurs fait quand même penser au slavisme. Mais bon. Histoire croisée également que vous allez retrouver dans les hymnes. Je veux dire, vous n'avez pas seulement les phénomènes drapeaux qui sont concernés, avec finalement des points communs que vous pouvez retrouver en allant creuser un petit peu avec les festivals de chants baltes qui sont vraiment très importants dans les trois pays, que ce soit l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. C'est un phénomène collectif qui est vraiment fondamental dans ces pays-là. Et d'ailleurs, il y en a peut-être parmi vous qui font partie de chorales, ce sont des chants qui sont très fréquemment repris parce qu'en plus, ils ont une qualité émotionnelle très très forte. Et donc, c'est quelque chose de réellement commun, même si c'est plutôt l'hymne letton, qui en lui-même va représenter cette tendance. Histoire croisée également de la même mélodie de Haydn qui a été utilisée pour l'ancien hymne autrichien et qui, dorénavant, je veux dire, est intégré, est l'hymne allemand actuel. Et puis des interférences aussi qui tiennent à la fois aux hymnes et au drapeau. Par exemple, l'importance qu'on va retrouver, qui est donnée à la maison d'Orange-Nassau, qui va se retrouver, c'est pas étonnant non plus, dans l'hymne des Pays-Bas, qui fait référence à Guillaume d'Orange, mais également qui a influencé le drapeau de l'Irlande, la couleur orange du drapeau irlandais, et également indirectement, alors là, je force un petit peu le trait, l'hymne de la Belgique, puisque l'hymne de la Belgique, au tournant, au moment de l'indépendance belge, 1830, je veux dire, était plutôt pro-orangiste, puis a été anti-orangiste, et puis dans une troisième version a été un petit peu neutralisé. Bon, on n'en parle pas, ça nous évitera de nous disputer à ce sujet-là. Oui, bien sûr, c'est un hymne magnifique et je pense qu'on en parlera, je pense, dans la discussion. Je veux dire, il y a des hymnes et quand on discutait avant la conférence, il y a des hymnes qui te plaisent, d'autres qui me plaisent à moi. Je veux dire, on peut très bien s'approprier et ressentir cette émotion, je veux dire, y compris avec l'hymne des autres. Alors, du point de vue des singularités maintenant, c'est-à-dire ce qui finalement fait un trait très spécifique aux hymnes et aux drapeaux. Donc on peut prendre quelques exemples. Ici, si j'en parle des lieux qui figurent dans les hymnes, ici je donne quelques exemples où l'Alzette arrose champs et prés, etc. etc. Donc, vous connaissez, c'est quel hymne ?
Non, toi, tu connais, toi. Non, mais je m'adresse à la salle. Là. Hein, le Luxembourg, d'accord. Fier Balkan, à côté coule le Danube, le soleil illumine la trace et flamboie sur le Pirin. Pas de commentaires, pas d'idées. Il s'agit de la Bulgarie. Donc vous voyez, ce référentiel spécifique, je veux dire, qui laisse apparaître finalement cette notion de territoire, donc va aussi faciliter l'appropriation par les peuples. Et puis le dernier, sur les Tatras, il foudroie, le tonnerre frappe violemment. Donc là, Tatras, c'est une chaîne montagneuse frontalière, mais là, il s'agit de l'hymne slovaque. Une marque de voiture également. Tiens, on va retrouver d'ailleurs une marque de voiture tout à l'heure. Je ne dis pas laquelle, on en reparlera. Et aussi une expression de la géographie par le drapeau. Alors, je vais commencer par celui-ci, vous voyez, c'est le drapeau de Chypre. Et donc, c'est un des seuls drapeaux avec le Kosovo qui figure les contours du pays. Et ici, je veux dire, alors, ce qui est très curieux, c'est que ce drapeau chypriote a été choisi et composé en 1960 sur concours. C'est-à-dire il y avait vraiment un appel au public pour participer à l'élaboration du drapeau. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de noter le choix de la couleur, une couleur un petit peu dorée du territoire, qui rappelle le cuivre. Et donc, pendant très longtemps, à la période romaine, je veux dire, cette île était associée, d'ailleurs, le nom l'indique, par ses richesses, les richesses de son sous-sol. Et donc, c'est pour cette raison que la couleur dorée, finalement, a été choisie. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur l'exemple du drapeau portugais, qui lui représente une fresque historique phénoménale. Il raconte toute l'histoire du Portugal, à côté des couleurs vertes et rouges qui sont associées, qui vont plutôt, eux, parler d'espoir, de courage, etc., donc sur des symboliques de colorisation. Dans la fresque, on retrouve plein de points. Ici, vous avez des châteaux qui sont figurés ici, qui représentent finalement tous les châteaux qui ont été conquis au XIIe siècle, et donc qui vont permettre de dessiner progressivement, au début du XIIIe siècle, le territoire portugais tel qu'on le connaît actuellement. Et puis vous avez aussi cette sphère armilière qui figure sur le blason, qui lui va raconter finalement la sphère terrestre, et donc l'épopée maritime du peuple portugais, donc qui est symbolique de son histoire. Donc là, vraiment, vous voyez qu'ici, les éléments qui sont choisis sont pesés, je veux dire, pour raconter aussi une histoire. Et c'est très intéressant de le connaître. L'importance dans les hymnes, je veux dire, va être aussi portée sur la langue. La langue comme... Le choix de la langue comme expression de l'unité nationale et de l'idée même de nation. On parlera juste après de Herder, et qui influe finalement la composition de la reconnaissance nationale, en particulier autour de la langue. Et vous avez en particulier, donc, par exemple, pour la Slovénie, Franz Prešeren, qui est vraiment le personnage principal à connaître, si vous vous intéressez à ce petit pays de 2 millions d'habitants. Franz Prešeren, c'est un poète. Et qui finalement a fixé par son texte qui s'appelle Un toast, qui a été repris donc dans l'hymne national, qui est vraiment un hymne très beau, en tout cas, au moins par ses paroles, parce que le texte de Franz Prešeren, je veux dire, appelle à la concorde universelle. Et c'est vraiment un hymne qui parle de paix universelle. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose entre les voisins. Et donc c'est la dernière phrase finalement du texte que vous retrouvez dans l'hymne slovène. Prešeren est un personnage très important et sa statue trône en plein milieu de Ljubljana. Malte également, qui fixe l'importance de la langue maltaise aux côtés finalement d'une langue anglaise qui était la langue utilisée. Par exemple, lors des manifestations sportives, en 1945, c'était l'hymne anglais qui était joué
l'hymne britannique qui était joué au début. Alors je crois que c'était une rencontre qui était contre la Yougoslavie. Et donc, à la grande surprise des Anglais, l'orchestre a également joué donc, cet hymne national, et donc il faisait apparaître la langue maltaise aux côtés de la langue habituelle utilisée comme symbolique, qui était l'anglais. Un petit peu comme vous avez les Écossais qui jouent Flower of Scotland. En fait, c'est quelque chose un petit peu de similaire. Et puis l'Irlande, qui a permis l'introduction finalement symbolique de la langue gaélique en parallèle de la langue anglaise. Ah, 5 minutes déjà. Oh mince, je suis qu'à la moitié. Bon, alors, donc vous retrouverez finalement dans les hymnes des singularités, vous retrouverez des références à des hommes illustres, des points de figure importants. Guillaume de Nassau, par exemple, pour les Hollandais. Vous avez l'hymne roumain qui raconte l'histoire. Michel, Étienne, Corvin, Trajan également. Trajan qui a conquis la Dacie. Dont l'histoire raconte qu'il est tombé amoureuse d'une bergère Dacia, vous connaissez, on parle encore de bagnole, comme tout à l'heure. Et donc le Home de Scipion, elle se ceint la tête, ça c'est l'hymne italien. Et puis le roi Christian, c'est l'hymne monarchique danois. Les singularités, c'est la composition aussi des régions. Ici, vous voyez le drapeau britannique, qui n'a pas toujours eu cette configuration. Dans le drapeau britannique, vous avez 3 croix entremêlées qui représentent 3 saints. Vous avez la croix de Saint-Georges, la croix horizontale, enfin verticale et horizontale, qui représente finalement l'Angleterre et le Pays de Galles. Vous avez la croix de Saint-André, donc cette croix oblique blanche sur fond bleu qui va représenter l'Écosse. Et puis, donc, rajouter à partir du XIXe siècle la croix de Saint-Patrick, qui est la croix rouge oblique, qui est incorporée dans le drapeau britannique à partir de 1801. Et donc, lui, il va représenter l'Irlande. Singularité ici du drapeau roumain. Je vous ai parlé du trou, qu'il était troué pour évacuer finalement des symboles de la faucille du marteau. Mais ici, même le choix des couleurs en lui-même est un petit peu ambigu. Et dans notre enquête, on avait interrogé un petit peu des gens d'origine, des Roumains ou des gens d'origine roumaine, et qui nous disaient que, alors quand on leur disait, est-ce que finalement vous reconnaissez un petit peu les symboliques, on leur disait, voilà ce qui était présenté comme symbolique, c'est le mix des couleurs des 3 régions composantes de la Roumanie, c'est-à-dire la Moldavie, la Valachie et la Transylvanie. Et les Roumains, les quinquas, sexagénaires, je dis non, c'est pas du tout ça qu'on a appris à l'école. Pour nous, on a appris que finalement ces couleurs-là représentaient la liberté, la fraternité et l'égalité. Donc voilà, pour attirer votre attention sur que l'histoire aussi fait changer les interprétations symboliques des drapeaux, alors pour des raisons idéologiques des fois, je veux dire tout simplement, mais également parce que on raconte l'histoire et on essaye de fédérer l'appropriation autour d'une belle histoire. Bon, je ne rentre pas dans le détail, je vais gagner un petit peu de temps. Je veux dire, le drapeau espagnol également représente rouge, jaune, rouge, représente les grandes régions constituantes de l'Espagne, Castille, Navarre, Léon et l'Aragon au sens large. Mais il y a aussi, vous retrouverez dans le livre, je veux dire, beaucoup d'éléments historiques qui sont racontés par le blason central. Alors, le choix des couleurs n'est pas anodin. Ces couleurs symboliques, je veux dire, on va les retrouver. Voilà, elles expriment toujours un petit peu les mêmes choses. Je veux dire, le blanc, c'est la neige, la pureté. Le jaune, c'est le soleil, le blé. Le rouge, très souvent utilisé dans les symboliques, c'est le sang versé. Et puis le courage aussi. Tu parlais tout à l'heure du courage de défendre le drapeau. Et donc, vous voyez que ces choix-là sont vraiment orientés. Puis finalement, il y a une histoire qui se fait autour de ça.
Alors, je voudrais aussi vous parler des couleurs autres que celles des drapeaux. Vous avez, alors, je prends à dessein le football, les manifestations sportives, parce que c'est aussi à ces moments-là qu'on découvre et qu'on partage finalement les hymnes et les drapeaux des autres pays. Dans les tribunes, l'hymne qui est chanté au début d'un match, ou les drapeaux qui sont hissés lors des remises de médailles, etc. Et vous avez des fois, je veux dire, des couleurs de maillots qui sont utilisées, qui n'ont rien à voir avec les couleurs du drapeau national. Par exemple, la Squadra Azzurra, je veux dire, qui est en bleu. Je veux dire, il n'y a pas de bleu sur le drapeau italien. Mais il s'est trouvé qu'en 1911, je veux dire, l'équipe de football italienne, je veux dire, devait choisir son maillot pour jouer un match international, et les couleurs du drapeau étaient déjà utilisées. Elle a choisi la couleur bleue, qui finalement symbolisait la maison de Savoie, qui régnait à l'époque sur l'Italie, et la maison de Savoie, vous connaissez, c'est une croix blanche sur fond rouge, mais c'est également un liseré bleu qui l'entoure, et donc c'est cette couleur bleue qui a été choisie. La couleur orange des Hollandais, finalement, c'est la maison orange, mais il n'y a pas de orange sur le drapeau, mais il y en avait au départ. Le premier drapeau hollandais, des Pays-Bas était bleu, blanc et orange. Alors pourquoi le rouge a remplacé le orange? Alors il y a différentes interprétations. Peut-être parce que le orange était très difficile à reproduire en tant que couleur sur le tissu. Et puis deux, alors on raconte aussi que le orange, sur les bateaux de guerre, je veux dire, se distinguait mal, et donc pour qu'il se voit de loin, que le drapeau hollandais se voit de loin, le orange a été remplacé par du rouge. Et puis un cas particulier, celui de la Slovénie, donc qui a aussi choisi, en dehors, donc vous vous souvenez tout à l'heure, au drapeau avec les couleurs slaves, mais qui a choisi délibérément, pour représenter le pays, une autre couleur complètement différente, et qui vient finalement d'un appel d'offres qui a été lancé en 2006 pour assurer la promotion du pays. Et finalement, c'est la couleur vert clair qui a été choisie. Et une couleur vert clair avec un slogan, vous voyez, I feel Slovenia, avec les mots love qui sont mis en gras dans le nom Slovenia. C'est vraiment impressionnant, parce que vous avez, vous voyez, une charge émotionnelle délibérée, donc, qui est choisie, feel et love en particulier, donc pour faire apparaître finalement l'image que le pays voulait porter vis-à-vis des autres. Et le vert clair va représenter finalement la beauté, la pureté du pays vert, un peu écolo, que vous retrouvez d'ailleurs si vous allez en Slovénie. Et cette couleur est déclinée pour tous les éléments touristiques, dans le sport. Vous voyez comment quels sont oui, donc je vais conclure. Les éléments officiels de communication, ici par exemple sur les équipements sportifs des sportifs nationaux. Alors, demande d'aller vite, je vais y aller. Alors, ici, je veux dire, vous voyez une photo qui a été prise en 2013, donc en Allemagne, et qui vous montre un petit peu ce que vous allez retrouver aussi dans les autres pays, que finalement ces symboliques-là sont associées. Et finalement, vous voyez qu'ici, vous avez 4 drapeaux, je veux dire, un qui représente la municipalité de Timmendorfer Strand. J'ai bien... Ok, merci pour la prononciation. Puis le drapeau symbolique du Land, le Schleswig-Holstein en l'occurrence, de la Bundesrepublik, et du drapeau européen. Et donc, vous voyez que ces symboliques sont associatives, elles ne s'excluent pas, je veux dire, elles représentent quelque chose de précis, mais finalement, elles peuvent être associées en différentes dimensions, ici, vous voyez, de la municipalité, du Land, de l'État et de l'Europe. Et vous avez d'autres symboliques, alors bien sûr la symbolique propre à l'Europe, mais qui est déclinée avec des visuels sur des visuels télévisuels, qui est repris ici, une photo prise en 2008 là, sur la Tour Eiffel. Et donc vous voyez ici, voilà. Finalement, là encore, au moment de l'arrivée de la Croatie dans l'Union européenne, vous voyez cette association de symbolique qui a été instituée. Et donc, vous voyez ici, je veux dire, cette idée de convergence, de l'importance de reconnaître, de voir un petit peu quelle est la configuration symbolique qui peut être représentée pour nous Français, pour nos amis italiens, pour nos amis estoniens, etc. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il
ils partagent quelque chose en commun qui s'inscrit dans la diversité. Mais l'union, c'est également cette symbolique d'association territoriale de différents niveaux territoriaux, et également le fait de s'intéresser à ce que des symboliques peuvent représenter pour nos voisins européens. Les hymnes, voilà, racontent l'histoire, des liens, des émotions. Les drapeaux, beaucoup plus l'histoire politique, l'union territoriale. Mais j'ai essayé, dans ces quelques minutes, de vous montrer que finalement, ils racontent pas seulement une histoire singulière d'un territoire donné, ils racontent aussi des histoires croisées, des histoires communes, et surtout, j'espère, des histoires partagées. On est bientôt, juste pour conclure, mais je pense que vous êtes déjà convaincus que s'abstenir aux élections européennes nuit gravement à la santé. Et donc, je vous remercie et je vous rappelle que l'ensemble des éléments qui peuvent vous intéresser, drapeau par drapeau, hymne par hymne, donc vous pouvez aisément le télécharger, d'avoir en PDF l'équivalent de cet ouvrage que nous avions publié avec l'Institut Notre Europe Jacques Delors. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Robert. Bon, c'est un exposé extrêmement riche et je suis absolument désolé d'avoir brutalement précipité un peu les choses. Désolé, j'étais parti dans mon partage. Non, c'était passionnant. Et j'ai surtout oublié de dire, donc vous avez entendu cet exposé absolument passionnant. Et donc, Pierre Robert, ça j'ai oublié de le dire, il dirige le master Humanité et Management, c'est-à-dire inciter en partie, je pense que c'est surtout ça, des étudiants d'histoire, de philosophie, de langue vivante, de littérature, etc., à faire un master où ils peuvent continuer à faire ce qu'ils aiment et apprendre en plus le management. Je crois que de l'interculturalité, et je crois que là, ils ont des cours passionnants, donc, dont nous avons eu un exemple, hélas, trop bref, mais je voulais laisser un peu de temps pour la discussion, les questions, les observations. Je vais me donner la parole au début pour lancer les choses, c'est comme ça que les choses se passent, plutôt que d'attendre et ensuite intervenez. Donc, tu commences ton exposé par une catégorisation des hymnes, un classement. Moi, j'aurais tendance à faire un classement beaucoup plus simple. Mais le classement est tout à fait justifié, celui que tu fais. Il y aurait un classement. Il y a un hymne qui est complètement différent des autres et qui est celui de la France. Parce que c'est l'hymne de la souveraineté du peuple. C'est l'hymne qui montre... Alors, il n'est pas républicain, parce que l'hymne, la Marseillaise, a été lancé juste avant la fondation de la République. Donc, le mot République n'y apparaît pas. Mais en revanche, très clairement, les ennemis, ce sont les rois. Que veut cette horde d'esclaves? Que veut cette horde d'esclaves, de tyrans, de rois conjurés pour qui ces ignobles entraves, etc. Donc la France, c'est le pays qui se dote d'un régime où le peuple est le souverain. Tandis que tous les autres hymnes ont tous ou bien ouvertement une identité dynastique, monarchique, ou bien un arrière-plan monarchique, ce qui est tout à fait normal, puisque tous ces pays-là, ou toutes ces contrées-là, jusqu'au XXe siècle, en gros, étaient dirigés par des monarchies. Alors il y a un hymne qui met la liberté en avant de très très belle façon. Nous en avons parlé tous les deux, c'est l'hymne grec, Eleftheria, un hymne de la première moitié du XIXe siècle, pas pour la mélodie, qui est magnifique. Mais c'est une liberté qui est la liberté grecque, mais la Grèce, elle avait une monarchie allemande, une dynastie allemande à sa tête jusqu'à la fin du régime des colonels. Donc là, on a... Alors, en revanche, est-ce que c'est grave que les choses se présentent... Alors, le premier hymne dynastique, c'est l'hymne orange, avant le God Save the King ou the Queen. Mais est-ce que c'est grave que l'on soit ainsi? Absolument pas. Donc là, je rejoins entièrement ton discours. Tout ça, c'est le fruit de l'histoire. L'essentiel, c'est que l'Europe se compose de démocraties qui valent largement la démocratie française aujourd'hui. Elles sont, voilà. Donc le modèle français s'est imposé partout, même lorsque, pour la forme, la monarchie s'est conservée, puisque nous ne pouvons pas contester aux monarchies européennes d'être de parfaites démocraties, y compris à la Grande-Bretagne. Elle en donne la preuve de manière un peu chaotique en ce moment, mais elle la donne incontestablement. Voilà, c'était la question que je voulais
Oui, un point sur les catégorisations. Bon, très franchement, on s'est un petit peu amusé pour avoir justement des axes de recherche. Hein, je veux dire, pour pouvoir essayer de trouver quelque chose qui correspondrait finalement à une orientation vers la monarchie, le territoire, le peuple, etc. Mais j'ai quand même essayé de vous montrer que finalement, dans un même élément symbolique, un hymne, un drapeau, il peut y avoir un petit peu de tout. Un petit peu de tout à un moment donné, ou un petit peu de tout qui évolue dans le temps, ou un petit peu de tout croisé, par exemple au Danemark et en Suède, où on a deux hymnes, un qui est monarchique, l'autre qui est civil. Celui qui est civil, il va parler de la beauté de la nature, etc. Donc en fait, c'était surtout pour attirer l'attention sur le fait que finalement il y avait une histoire symbolique et un choix symbolique qui avait été fait. Un petit commentaire sur l'hymne français, qui est finalement, je veux dire, il faut quand même replacer l'hymne français, la Marseillaise, dans un contexte historique bien précis, qui est celui de l'appel à la patrie en danger de Pierre Vergniaud à l'Assemblée législative, et qui finalement fait appel à volontaires, et c'est comme ça que tout s'enchaîne. Et ce qui est très curieux, c'est de voir que finalement l'hymne français, alors on ne voulait pas en faire un truc trop franco-centré, bien sûr, hein, mais est celui qui est très souvent repris finalement dans les manifestations dans lesquelles il y a un enjeu de souveraineté populaire. C'est les soldats du Potemkin, c'est la place Tiananmen, je veux dire, où finalement l'idée même véhiculée par l'hymne français n'est pas quelque chose d'agressif. Je veux dire, il est plutôt défensif et amenant à la souveraineté du peuple. Hein, d'autant que la strophe qui est chantée, je veux dire, de l'hymne français ne désigne pas un ennemi en particulier. Non. Il y a eu des hymnes les rois, hein, je veux dire. Donc c'est bien le peuple par rapport à finalement une domination, hein, mais je veux dire sans le citer précisément l'empereur des Habsbourg ou le roi de Prusse. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est symbolique de cet appel à la souveraineté du peuple. Et il est très connu pour cela, hein, je veux dire, dans le monde entier. Et donc il n'a pas cette charge symbolique agressive, hein, que certains des fois lui prêtent. Hein. Mais ce qui est pas grave en soi, dans le sens où finalement l'appropriation elle se fait avec le ressenti personnel de chacun et qui peut voir quelque chose de singulier en tant qu'individu. Merci beaucoup Pierre-Robert. Et maintenant au public, mademoiselle. Ah oui, alors il faut donner le microphone. Nos amis en jaune qui donnent le microphone. Vous en avez un, ça y est. Voilà. C'est la demoiselle qui est là. Merci. On m'entend ? Oui. Alors, je voulais savoir comment est-ce que et qui est-ce qui choisit quelle strophe de l'hymne on chante lors des manifestations publiques ou des rencontres sportives. Comment ça se choisit ? Voilà. Comment ça se choisit ? On a donné l'exemple de l'hymne allemand, hein, donc, qui originalement c'était la première strophe qui était chantée, et depuis les années 50 c'est la troisième. Donc il y a un choix aussi. Alors après c'est par rapport à ce qu'elle peut représenter par rapport aux autres. Bon, ce sont les personnes qui dirigent l'État, hein, je veux dire, à un moment qui vont choisir, mais sur des bases d'appropriation préalable finalement du peuple, je dirais. Après, il faut savoir aussi que les strophes évoluent dans le temps. Hein. Je vous ai parlé par exemple de l'hymne belge, je veux dire, qui a un petit peu oscillé par rapport à l'histoire qu'il racontait des relations entre le peuple belge et la famille d'Orange. Donc, le choix, il change un petit peu aussi avec le temps. Hein. Après, à part l'exemple de l'Allemagne, c'est souvent la première strophe qui est changée pour entrer dans un cadre de durée qui doit rester raisonnable, je dirais. On ne va pas chanter l'ensemble de la Marseillaise. Hein. Combien de temps ça prend de chanter l'intégralité de la Marseillaise ? Ça doit être long, ça doit durer 3-4 minutes. Mais pour la Marseillaise, on chante souvent la strophe Amour sacré de la patrie. Ouais. Conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie. C'est la strophe qui a été chantée pour le bicentenaire de la Révolution française, je me souviens.
Un complément de réponse à ta question, c'est que pour beaucoup de pays, alors à la fois les hymnes et puis les drapeaux, le choix de la symbolique a été fait sur appel au peuple, sur concours, sur appel à participation, appel à débat. Je veux dire, ça peut avoir fait dans certains pays l'objet d'un débat public pour confirmer, choisir ensemble finalement ce qui allait représenter l'État. Après, bon, faudrait voir détail dans détail, pays par pays, comment ça s'est passé, mais en général, on choisit la première strophe et l'hymne lui-même ou la représentation symbolique du drapeau a été dans certains cas choisi suite à un débat public. Je réponds à ta question ou pas ? Oui. Tu prends la Slovénie, je veux dire, là, il n'y a pas photo, c'est la 7e strophe, c'est celle qui représentait le plus ce que les Slovènes voulaient faire passer comme courant, finalement, par rapport au poème qu'avait écrit leur idole nationale, Franz Prešeren. À la voisine, justement. Moi, je voudrais savoir, par rapport à votre analyse et à vos enquêtes que vous avez réalisées sur ce sujet, est-ce que vous avez noté une évolution, comme vous disiez, entre les générations de ces symboles ? Et est-ce qu'il y a, par exemple, sur des zones de l'Europe, effectivement aussi une évolution de l'attachement à ces symboles ? Alors, deux questions en une. Pour la première, je vous ai donné l'exemple de la Roumanie où finalement l'image actuelle, c'est que représentent les couleurs, le sang versé par les héros, etc. Enfin, vraiment un raccrochement à la symbolique de chaque couleur utilisée et où finalement, je veux dire, ça c'était la version plutôt des anciens, c'est ce qu'ils apprenaient à l'école sous Ceausescu. Et puis depuis, je veux dire, les plus jeunes, je veux dire, n'ont pas du tout cette image-là. Donc il y a aussi une évolution, je dirais, idéologique dans le temps qui se modèle. Je vous ai parlé, mais je veux dire, si vous prenez les couleurs du drapeau italien, mais vous demandez à des Italiens, mais ils vont laisser exprimer toute leur créativité pour vous raconter n'importe quoi. Je vous ai cité l'exemple d'un plat d'une pizza, mais je veux dire, ils pourraient vous raconter la même histoire en vous parlant d'un plat de spaghettis. Hein. Je veux dire, et finalement, je dirais qu'à la limite, c'est bien. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça très enrichissant. Je veux dire que parce que je veux dire, raconter ce que ça évoque, je veux dire, c'est une façon de dire qu'on s'est approprié finalement cette symbolique-là. Et puis la deuxième partie de la question, c'était ? Du coup, est-ce que... attendez. Pardon ? Du coup, est-ce que dans les zones de l'Union européenne, il y a un attachement plus ou moins important par rapport à ces symboles ? Alors, je dirais que ces symboles-là n'ont pas le même poids d'appropriation d'un pays à l'autre. Vous avez par exemple les symboles allemands ont été longtemps, je veux dire, quelque chose de relativement peu approprié. Alors là, je m'engage, je veux dire, c'est mon interprétation, et qu'on a, ça c'est les Allemands. Kerstin Martel, par exemple, est allemande, je veux dire, qui a travaillé avec moi. Je veux dire, elle me disait, mais finalement, on a senti cet attrait pour les symboliques nationales au moment de la Coupe d'Europe qui avait été mise en place en Allemagne, et que c'est à partir de ce moment-là où cette symbolique, en particulier du drapeau, ils ont fleuri un petit peu partout dans la nation. Je veux dire, autre exemple, je veux dire, le drapeau portugais qu'on a vu tout à l'heure, je veux dire, je ne sais pas s'il y a des gens d'origine lusitanienne dans la salle, mais moi j'habite une banlieue au sud de Paris avec une forte population lusitanienne. Dès qu'il y a un championnat de foot européen ou national, je veux dire, vous voyez des drapeaux partout. Je veux dire, donc il y a une appropriation très souvent d'ailleurs. Ils hissent le drapeau français et le drapeau portugais, je veux dire, pendant toute la compétition. Donc il y a une appropriation très très forte dans certains cas. Alors peut-être aussi, c'est aussi des gens d'origine portugaise qui sont installés dans un autre pays, donc ils veulent se rappeler leurs origines. Donc il y a aussi des variantes personnelles, il n'y a pas que des variantes d'un État à l'autre.
Mais vous allez, ce qui est très curieux, c'est que ces symboles-là, je veux dire, ils fleurissent dès qu'il y a des événements continentaux ou internationaux. Je veux dire, et les manifestations sportives, c'est finalement celles où elles prennent le plus de force et aussi où elles sont le plus montrées aux autres. C'est-à-dire, finalement, on apprend les drapeaux et les hymnes par les championnats de football ou par les Jeux Olympiques, hein, et on s'intéresse à ça. Une autre question, là, maintenant. Une autre question. Oui, bonjour. Je crois que certaines paroles de certains hymnes ont déjà été réécrites. Oui. Je crois que c'est le cas de la Russie, par exemple. Bon, c'est pas dans l'Union européenne, mais peu importe. J'ai cru comprendre que certaines personnes contestaient un peu le côté très martial de l'hymne français, alors qu'on comprend très bien pour des raisons que vous avez rappelées, qui sont totalement historiques, hein. Est-ce qu'il y a un projet de réécriture ou on en est toujours au statu quo ? Je pense qu'on peut pas empêcher, c'est normal, je veux dire, que les gens s'expriment et disent non, c'est trop martial, c'est trop agressif. Non, je veux dire, il faut quand même replacer le contexte que la Marseillaise n'est pas en soi un hymne agressif, c'est un hymne défensif qui défend la souveraineté du peuple, comme quand tu l'as rappelé. Je veux dire, après, est-ce que c'est un... Je sais pas, vous avez des gens qui peuvent réagir comme ça par un manque d'information ou parce qu'ils en sont convaincus, et ça on ne peut pas leur reprocher. Mais je veux dire, de là à changer les paroles de l'hymne français, enfin, c'est une réponse très personnelle que je vous donne. Je veux dire, moi, personnellement, je ne l'admettrai pas. Après, oui, il y a vous voyez que le choix des strophes, hein, comme l'Allemagne, la réécriture pour expurger finalement le côté trop agressif dirigé vers un autre pays en particulier, bon, ça a été fait avec le temps. Mais ce n'est pas le cas de l'hymne français. Oui, l'hymne, je vous parlais de l'hymne belge, par exemple, qui était très pro-orangiste dans sa première version, puis très anti-orangiste, et toute référence à la maison d'Orange a été neutralisée. Enfin, si je peux me permettre, il faut distinguer deux dates, lorsque le chant naît, et puis lorsque le chant est décrété hymne. Et entre les deux, il y a tout souvent un très long cheminement. Par exemple, l'hymne américain, qui est sanglant, hein, l'hymne américain, il n'a été hymne américain qu'en 1932. Avant, c'était God Save the Queen, mais avec le texte My country, it is of thee sweet, etc. Et en ce qui concerne donc cette agressivité, elle est aussi dans l'hymne anglais, hein, l'agressivité. Mais de manière, dans l'hymne anglais, il est dit qu'elle soit toujours victorieuse, donc c'est qu'elle fait la guerre, hein, et qu'elle disperse les ennemis et qu'elle les fasse tomber. Et les ennemis, là, c'est pas une guerre de défensif, c'est une guerre impérialiste. Hein. C'est pas la même guerre que dans l'hymne français, donc. Vous retrouverez d'ailleurs dans l'ouvrage au tout début un petit tableau récapitulatif de quand est-ce que l'hymne ou le drapeau a été créé et quand est-ce qu'il a été adopté officiellement et définitivement, hein, dans le pays. Et vous verrez que des fois, il se passe énormément de temps entre les deux, mais pour des raisons que vous évoquez. Je veux dire, est-ce qu'on le réécrit ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui correspond à l'image qu'on veut donner au jour d'aujourd'hui ? Et donc, c'est des processus relativement longs. Et qui sont changeants. Même l'hymne national français, il n'a pas été adopté comme hymne national en 1792. Hein. 1879. En 1979, quelques années après l'instauration de la Troisième République, lorsque les républicains, finalement, ont repris le leadership par rapport aux autres députés plus monarchiques, etc. Le drapeau français a aussi évolué. Hein. Je veux dire, il y avait aussi des blasons, hein, qui étaient en son milieu et qui ont été expurgés, entre guillemets, à peu près à la même époque. Hein. Je veux dire, presque tous les pays, d'ailleurs, ont des symboliques surajoutées, hein, des blasons qui sont utilisés ou pas, ils sont retirés, ils sont remis, etc. Le drapeau hongrois, je veux dire, il réapparaît maintenant, le blason réapparaît très fréquemment sous Orban, alors qu'il a longtemps été montré avec uniquement ces trois couleurs, rouge, vert et blanc. Voilà, nous sommes vraiment pressés, nous n'avons plus que 2 minutes. L'impitoyable étudiante. Voilà. Pardon ? Oui. Chypre. Alors Chypre, tout ce qui concerne Chypre, je veux dire, le drapeau et l'hymne avaient été mis en place au début des années 60, avant qu'il y ait vraiment des conflits. Hein. Donc pour l'instant, et d'ailleurs, la représentation de Chypre sur le drapeau fait apparaître la totalité de l'île. Hein. Donc après, la bipartition, entre guillemets, postérieure finalement au choix des symboles. Ils n'ont pas l'hymne grec.
Si, en plus, ils ont utilisé finalement, alors il y a des entrecroisements, et pour l'instant, c'est l'équivalent de l'hymne grec qui est utilisé. Quelque chose avec des strophes différentes dans le choix. Pareil entre le tchèque et les slovaques d'ailleurs. En fait, tous les chypriotes se reconnaissent dans cette hymne. Non, après, le processus d'appropriation, je veux dire, il est variable d'un individu à l'autre pour ces différentes raisons. Donc après, je veux dire, la partie turque, entre guillemets, de l'île ne va pas reconnaître ces éléments symboliques. Là, hein. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. L'État n'est pas reconnu. Mais donc, à partir de ce moment-là, il y a certainement une symbolique musicale que le peuple peut s'approprier, mais sans pour autant que ce soit un hymne national au sens officiel du terme. Une dernière question. Est-ce que vous avez l'intention de... Merci. Est-ce que vous avez l'intention de l'élargir aux devises nationales? Alors, tiens, ça c'est quelque chose que je voulais, je n'ai pas repensé parce que j'étais un petit peu à la bourre dans ma présentation. Il y a d'autres sujets qui peuvent compléter les hymnes et les drapeaux. Hier, dans une autre conférence sur l'Europe, là j'ai vu apparaître un billet de banque. Il y a des symboliques, par exemple. Attends, les devises, j'ai compris. Hein. J'ai pensé aux billets de banque, j'ai pensé également à quelque chose qui m'avait traversé la tête depuis longtemps, les noms de rues principales qui sont utilisés, qui vont finalement permettre de capter un petit peu qu'est-ce qui, par récurrence des villes à l'autre, par exemple, est-ce que le terme République apparaît pratiquement systématiquement dans les villes françaises, tu vois, des trucs comme ça. Et puis après, il y a les devises nationales qui sont vraiment passionnantes, et ça, c'est un autre sujet d'étude. Et alors, moi, je le fais, ça c'est parce que j'enseigne le management interculturel et j'essaye de faire comprendre à mes étudiants que les mots liberté, égalité, fraternité ne sont pas compris exactement de la même façon partout. Il y a des petites nuances. Et ça, c'est vraiment un champ d'investigation énorme. Hein. Énorme. Ça, il y a ça. Il y a les devises. Pierre Robert, il faut qu'on termine. Les devises en tant que monnaie, les devises en tant que, entre guillemets, slogan. Et puis aussi, je dirais aussi les noms de rues qui sont également très, très intéressantes pour voir un petit peu par récurrence qu'est-ce qui vient le plus dans le patrimoine géographique et urbain des différents pays. Voilà, donc de très très beaux sujets pour d'autres conférences. Pierre Robert, merci beaucoup à tous. Merci Pierre Robert. Le livre est là, vous pouvez le télécharger. Et alors, bonne continuation donc, dans ce magnifique festival. Au revoir.